Que penseriez-vous si je vous révélais qu'avant l'établissement des Israélites en terre promise, une civilisation si développée a vu le jour, ayant créé l'alphabet, régné sur le commerce méditerranéen et conçu des légendes épiques qui continuent de vibrer dans nos religions contemporaines? Voici le récit des Cananéens, un peuple qui a constitué pendant plus de 3 millénaires le poumon vivant du Moyen-Orient, assurant la liaison entre les continents, construisant des empires commerciaux et établissant les fondations de notre civilisation occidentale. Préparez-vous à un voyage temporel où chaque segment dévoilera les mystères d'une civilisation qui a transformé le monde à jamais. Visualisez l'année 600-200 avant Jésus-Christ. Le monde traverse une crise. Une catastrophe climatique à l'échelle mondiale transforme les zones luxuriantes en déserts stériles, contraignant de petits groupes de chasseurs-cueilleurs à faire le choix le plus crucial de leur existence, s'adapter ou disparaître. Dans les régions aujourd'hui appelées Syrie, Liban, Israël et Palestine, un événement extraordinaire est sur le point de se dérouler. Les derniers représentants des civilisations natoufiennes et harifiennes se situent à un point de convergence qui déterminera l'avenir de l'humanité. Ces proto-cananéens n'étaient pas de simples nomades égarés dans le temps. Ils étaient novateurs par besoin, survivants de manière inhérente. Quand la crise climatique a surgi, plutôt que de baisser les bras, ils ont décidé d'explorer une notion novatrice. Et si, au lieu de traquer les animaux, nous parvenions à amener les plantes vers nous? C'est ainsi que l'agriculture a vu le jour au levant, mais ce n'était que le commencement de son fascinant récit d'adaptation et de résilience. Les migrations ne se sont pas limitées à cela. À l'image de rivières qui se rejoignent, des groupes provenant du Caucase et d'Iran ont commencé à affluer, apportant non seulement une diversité génétique accrue, mais également de nouvelles perspectives, de nouveaux instruments et de nouvelles manières d'appréhender le monde. Ce mélange n'était pas le fruit d'un hasard historique, il représentait le lieu où s'est construite une nouvelle identité. Les Cananéens pourraient se distinguer comme une communauté diversifiée, résiliente et extrêmement souple, des qualités qui les mèneraient à exercer une suprématie commerciale globale pendant plusieurs millénaires. Pour saisir pleinement ce changement, observons Nact, un personnage fictif qui symbolise des milliers de familles royales ayant traversé cette mutation. Nact dirigeait un modeste groupe de chasseurs qui avait observé une raréfaction croissante des troupeaux en migration. Un jour, en voyant sa communauté se battre pour se nourrir, il prit une résolution qui allait transformer la situation. Il faut découvrir des terres où l'eau ne tarit jamais et où la terre est si fertile que les graines germent d'elles-mêmes. C'était une quête presque légendaire, mais destinée à se concrétiser. Le déplacement de Nact et de son groupe à travers des déserts inhospitaliers et des montagnes perfides ne se limitait pas à une simple migration physique. C'était également une mutation culturelle. Chaque obstacle franchi, chaque méthode acquise des autres groupes de migrants, chaque partenariat établi autour des sources d'eau donnait naissance à quelque chose de totalement inédit. Lorsqu'ils sont finalement arrivés aux terres fertiles des plaines côtières de la Méditerranée orientale, ils ne se sont plus présentés comme les mêmes chasseurs-cueilleurs qui étaient partis. Ce furent les premiers Cananéens, porteurs d'une vision qui allait à jamais transformer la civilisation humaine. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le bruit d'un marteau frappant le métal se fit entendre près de Wadi Faynan, autour de 4500 avant J.C. Ce n'était pas simplement du bruit, c'était la mélodie d'une révolution en cours de naissance. Les Cananéens ont fait une découverte qui allait transformer la trajectoire de la civilisation. L'extraction du cuivre à partir des roches, sa fusion et son façonnage ont permis de créer des instruments plus résistants et performants que tout ce qu'ils avaient utilisé jusqu'à présent. Visualisez Kenti, un artisan de la culture gassulienne, se penchant sur son four en argile, observant la transformation du minerai verdâtre en métal étincelant. Ses mains, ayant acquis de la robustesse grâce à des années de travail sur la pierre, tremblaient légèrement tout en tenant le premier instrument en cuivre qu'il avait fabriqué.
Je n'étais pas conscient que l'avenir était entre mes mains, mais j'avais le pressentiment que quelque chose d'essentiel avait évolué. Les haches en cuivre offraient une coupe plus nette, les ciseaux permettaient une sculpture plus précise et les lames gardèrent leur tranchant bien plus longtemps comparativement à leurs homologues en pierre. Cette révolution dans le domaine de la métallurgie ne s'est pas déroulée sans contexte. Des lieux archéologiques, tels que Zan-Ezur, révèlent que ces pionniers n'étaient pas de simples ouvriers isolés, mais intégrés dans des communautés sophistiquées en voie de développement vers de véritables proto-cités. Les haplogroupes génétiques détectés dans ces lieux montrent des connexions intrigantes avec l'Asie de l'Ouest, indiquant que le savoir en métallurgie a été transmis par des réseaux de commerce et de migration qui couvraient déjà des milliers de kilomètres. Cependant, le véritable enchantement de cette époque ne se trouvait pas uniquement dans la technologie, mais également dans la manière dont elle a modifié les liens sociaux. Kenty ne travaillait pas en solitaire. Il supervisait un atelier où de jeunes stagiaires étaient initiés au mystère du feu et du métal. Les créations de son atelier ne se limitaient pas à demeurer dans son village. Elles étaient expédiées vers des collectivités éloignées, donnant naissance aux premiers réseaux commerciaux spécialisés. Une hache en cuivre de Wadi Faynan pourrait être utilisée par un fermier à des centaines de kilomètres, apportant avec elle non seulement sa fonctionnalité, mais également des concepts, des méthodes et des connexions culturelles. Selon la légende, Kenty, bien que vieillissant, fit appel aux dirigeants de tous les clans éparpillés pour leur dévoiler son ultime création. Un poignard rituel en cuivre pur, décoré de motifs fusionnant les coutumes de toutes les zones. Ce dispositif, leur expliqua-t-il, n'est pas simplement constitué de métal. C'est l'engagement que nous sommes plus puissants en unissant nos forces plutôt qu'en restant séparés. Cette rencontre mythique, malgré son caractère légendaire, incarne une réalité historique. La métallurgie du cuivre a non seulement permis de créer des instruments, mais a aussi établi les premières connexions qui uniraient les tribus éparpillées sous une identité culturelle partagée, pavant la voie pour l'émergence des cités majeures de l'âge du bronze ancien. De 3500 à 2000 avant JC, le paysage du Levant a subi une transformation spectaculaire. Là où existaient jadis de petits hameaux d'agriculteurs, se dressaient désormais des cités fortifiées qui rivalisaient avec les grandes métropoles de Mésopotamie et d'Égypte. Megiddo, qui occupe une position stratégique sur la route reliant l'Afrique à l'Asie, est devenu un centre commercial d'une telle importance que les pharaons d'Égypte et les rois de Mésopotamie se sont disputés sa domination. Ce n'était pas fortuit. Celui qui avait la mainmise sur Megiddo détenait l'un des axes commerciaux les plus rentables de l'Antiquité. Imaginez-vous vous lever à Megiddo aux alentours de 2800 avant notre ère. Les premiers rayons de soleil éclairent les fortifications en calcaire défendant la cité, pendant que des convois de marchands amorites venant de l'Est syrien se tiennent devant les portes, prêts à échanger avec des caravanes égyptiennes venues du delta du Nil. L'air du matin résonne d'une harmonie de langages, acadiens, égyptiens, proto-cananéens et des dialectes encore sans appellation. Ce cosmopolitisme n'était pas fortuit. Il découlait d'une situation géographique avantageuse et d'une attitude commerciale extrêmement ouverte. Cependant, cette époque prospère n'a pas été sans difficulté. L'impact des variations climatiques sur la région a provoqué l'arrivée de nouveaux groupes, en particulier les Amorites, des nomades guerriers originaires de l'Est de la Syrie. Ces derniers ne venaient pas uniquement dans le but de commercer, mais également pour s'établir. Au lieu de s'opposer à cette migration, les Cananéens ont une nouvelle fois fait preuve de leur remarquable faculté à s'adapter. Plutôt que de voir les Amorites comme des envahisseurs, ils ont graduellement intégré ces derniers à leur société, assimilant leurs tactiques guerrières et fusionnant génétiquement avec eux. Le récit de Shamash Etel, un souverain mythique des Blats, reflète admirablement cette période de mutation. Selon la légende, face à une sécheresse dévastatrice pour les cultures, Shamash Etel ne se contenta pas de prier, mais noua une alliance audacieuse avec 3 chefs amorites. Pour la survie de nos cités face à la sécheresse, vos troupeaux sont indispensables,
leur suggéra-t-il, et nos fortifications sont nécessaires pour la sauvegarde de vos familles. Ensemble, nous serons invincibles. Non seulement cette alliance a préservé Ebla de la crise, mais elle a aussi établi un modèle d'intégration qui se reproduirait à travers l'histoire cananéenne. Les documents d'Ebla, dénichés par des chercheurs contemporains, attestent qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une romance. Les inscriptions en cunéiforme attestent des accords commerciaux avec des cités aussi éloignées que Mari en Mésopotamie, ainsi que des contrats matrimoniaux établissant des unions avec des groupes amorites. L'identité cananéenne était en constante évolution, non pas grâce à l'isolement, mais par l'intégration novatrice d'influences nouvelles. Cette adaptabilité culturelle serait cruciale pour leur survie durant les 1000 prochaines années, marquées par des bouleversements politiques et climatiques. Un palais de pierre calcaire se dresse sur les collines dominant la côte méditerranéenne, tel un témoignage de pouvoir et de prospérité. Au royaume de Byblos, le roi commerçant Hiram se prépare à accueillir les envoyés égyptiens qui viennent discuter du tarif du cèdre libanais. Depuis sa véranda, vous avez une vue sur les navires qui tanguent dans le port, tout en apercevant les champs d'oliviers et de vignes qui se déploient à l'intérieur des terres. Cette vision d'ensemble n'est pas le fruit du hasard. Elle illustre parfaitement l'organisation sociale du Canaan où l'autorité était centralisée entre les élites urbaines côtières, mais reposait totalement sur le travail des communautés rurales à l'intérieur. La société cananéenne était d'une complexité captivante, organisée en strates qui s'interpénétraient de manière complémentaire. Les rois marchands, dirigeants des cités-États qui alliaient la puissance politique à l'échange international, se trouvaient au sommet. Ils n'étaient pas des souverains éloignés, c'étaient des entrepreneurs divins qui supervisaient en personne les missions commerciales et négociaient des accords. Une classe de nobles et de prêtres gérait les palais et les temples, tandis qu'une classe moyenne urbaine prospère, constituée d'artisans spécialisés tels que les orfèvres, tisserands et constructeurs de bateaux, bénéficiait d'un grand prestige social. Cependant, les paysans et les bergers qui résidaient à l'intérieur des terres constituaient le véritable pilier de cette civilisation. Accompagnons Myriam, une jeune agricultrice des collines de Judée, lors d'une journée ordinaire durant la période des moissons. Il commençait sa journée avant le lever du jour, à récolter les olives que sa famille avait fait pousser depuis des générations. Le calendrier agricole de Gézer, consigné en pierre, précisait exactement les moments pour semer, tailler et moissonner chaque plante. Ce n'était pas juste une tâche à accomplir, c'était un rite sacré qui liait sa famille au cycle divin de fécondité et de prospérité. L'existence de Myriam était étroitement associée à celle d'Ahiram dans son palais en bord de mer. Les olives qu'elle cueillait étaient pressées pour produire de l'huile qui était transportée sur des bateaux phéniciens vers l'Égypte et la Grèce. En retour, des articles exotiques tels que les épices d'Asie, l'or nubien et l'ivoire faisaient leur apparition sur les marchés locaux où elle avait la possibilité de troquer une portion de sa production en échange d'instruments métalliques et de textiles raffinés. Ce n'était pas une simple relation d'exploitation, c'était un système économique élaboré où chaque stratum social était tributaire des autres pour prospérer. Cette société prenait une autre dimension grâce à l'ajout des bergers transhumants. Chaque printemps, des familles complètes effectuaient une migration de la plaine vers les alpages avec leurs troupeaux, empruntant des itinéraires traditionnels qui connectaient diverses zones culturelles. Ces bergers n'étaient pas des individus en marge, ils étaient les porteurs de nouvelles vivants, acheminant informations, biens et concepts entre des communautés éloignées. Durant les grands rassemblements religieux, tous ces groupes sociaux se rassemblaient dans les sanctuaires de la ville, formant une mosaïque culturelle dynamique où paysans, artisans, marchands et nobles commémoraient leur identité commune sous la garde de divinités telles qu'El et Baal. Un vaisseau rempli de troncs de cèdre s'apprête à quitter le port de Byblos pour l'Égypte alors que le soleil se lève. Hiram, le capitaine, parcourt ses voies maritimes depuis 3 décennies et chaque expédition continue de l'exciter comme au premier jour.
Il ne fait pas que transporter du bois dans son navire, il transporte également l'avenir de civilisations entières. Le cèdre du Liban servira à bâtir des temples à Thèbes, des palais à Babylone et des vaisseaux qui navigueront sur des mers inexplorées. Cependant, Hiram n'est pas uniquement un agent de transport, c'est aussi un représentant commercial, un émissaire maritime qui établit des liens entre des mondes distants. L'économie cananéenne représentait une véritable révolution pour l'époque. Tandis que d'autres sociétés mettaient l'accent sur l'agriculture de proximité ou la domination militaire, les Cananéens ont créé une toute autre chose, l'économie globale de l'intermédiation. Ils ne fabriquaient pas uniquement des articles distinctifs tels que le fameux colorant pourpre dérivé des coquillages murex. Ils maîtrisaient les voies qui liaient les ressources de 3 continents. Avant d'être répartis dans le monde connu, l'or de Nubie, l'argent d'Anatolie, l'étain des îles britanniques éloignées et les épices de l'Inde affluaient vers les ports cananéens. Le périple d'Hiram ne se déroulait pas en solitaire. Il s'inscrivait dans un réseau commercial complexe qui avait nécessité des siècles de développement. Avant son départ, il avait reçu des lettres de crédit gravées dans l'argile qui lui autorisaient à faire du commerce dans les ports étrangers sans la nécessité de se déplacer avec de l'or physique. J'avais établi des liens personnels avec de nombreux commerçants, allant de la Crète à la Mésopotamie, des relations bâties sur plusieurs générations de transactions intègres. Non seulement son navire acheminait des biens, mais il était également porteur d'idées, de technologies et de courants culturels qui révolutionneraient les civilisations sur lesquelles il jetterait l'ancre. Cependant, ce qui faisait réellement la différence avec le système commercial cananéen, c'était son innovation technologique. À Sidon, les artisans ont perfectionné l'art de teindre les tissus avec la pourpre, un processus si élaboré et précieux qu'un simple gramme de cette teinture valait plus cher que son poids en argent. À Byblos, des scribes ont mis au point un système d'écriture novateur qui permettrait de simplifier le complexe cunéiforme mésopotamien et les hiéroglyphes égyptiens en une simple combinaison de 22 symboles. Cet alphabet favoriserait non seulement les échanges commerciaux, mais pourrait également servir de fondement à tous les systèmes d'écriture occidentaux, du grec ancien à l'espagnol actuel. Le génie économique des Cananéens résidait dans leur compréhension que la richesse ne découle pas de l'accumulation de trésors, mais plutôt de la facilitation des échanges. Des villes telles que Tyr et Sidon se sont transformées en pôles financiers où des marchands de diverses cultures étaient en mesure de se retrouver, de troquer non seulement des biens, mais aussi de partager des renseignements sur les marchés éloignés, les évolutions politiques et les perspectives d'affaires. Lorsque Hiram rentrait de ses expéditions, il ne ramenait pas uniquement des produits égyptiens, il rapportait également des informations sur les moissons, les conflits, les découvertes et les modifications dynastiques susceptibles d'influer sur les tarifs et les itinéraires commerciaux. Ce système d'information commerciale était tout aussi précieux que n'importe quelle cargaison d'or, et il a permis aux Cananéens de devenir les véritables dominateurs de l'économie méditerranéenne pendant plus d'un millénaire. Dans un atelier poussiéreux de Lachish, autour de 1200 avant J-C, un scribe du nom d'Abdi Eba met au point une innovation qui transformera de manière permanente la communication humaine. Un homme, découragé par la complicated des centaines de symboles cunéiformes nécessaires à la rédaction de contrats commerciaux, commence à esquisser des symboles plus faciles sur une tablette d'argile. Il n'en a pas conscience, mais il est actuellement en train d'élaborer le premier alphabet de l'histoire, un dispositif qui simplifiera l'écriture à seulement 22 signes et rendra la connaissance accessible à toute l'humanité. L'ingéniosité d'Abdi Eba ne se limitait pas à la simplification des symboles déjà présents. Il transformait entièrement l'idée même de l'écriture. Tandis que les hiéroglyphes égyptiens exprimaient des concepts entiers et que le cunéiforme mésopotamien intégrait des syllabes sophistiquées, leur écriture phénicienne se contentait d'enregistrer les éléments sonores fondamentaux de la communication humaine.
Chaque symbole symbolisait un son consonantique élémentaire qui pouvait être assemblé sans limite pour créer tous les mots possibles. Il possédait l'élégance d'une équation mathématique et la puissance d'un instrument militaire. Les ateliers de métallurgie cananéens ne manquaient pas d'innovation non plus. Dans les ateliers de Lachish et de Gézer, des artisans avaient perfectionné des méthodes qui rivalisaient avec les plus performantes d'Anatolie et de Mésopotamie. Tandis que d'autres cultures étaient encore en train de se battre avec le bronze, les forgerons cananéens faisaient déjà des essais avec le fer, produisant des alliages qui permettaient de fabriquer des outils et des armes de meilleure qualité. Leurs fours avaient la capacité d'atteindre des températures suffisantes pour travailler des métaux, ce qui nécessitait une expertise spécifique en chimie et en physique, même s'ils n'étaient pas familiers avec ces termes contemporains. Pourtant, leur réalisation la plus remarquable pourrait être dans le domaine de l'ingénierie hydraulique. Dans les zones où les précipitations étaient aléatoires et les étés extrêmement secs, les Cananéens ont mis au point des systèmes d'irrigation avancés qui optimisaient chaque goutte d'eau. Des réservoirs sculptés dans la pierre robuste retenaient l'eau de pluie sur plusieurs mois, alors que des conduits astucieusement élaborés acheminaient l'eau des sources vers des terrasses cultivées qui métamorphosaient les pentes sèches en jardins fertiles. Ces méthodes n'ont pas uniquement alimenté leur population, elles ont également généré les excédents agricoles qui ont soutenu leur développement commercial. Selon la légende, Abdi Heba, qui était déjà vieux, convoqua ses disciples pour leur présenter son ultime chef-d'œuvre, une tablette sur laquelle il avait inscrit la même phrase en écriture cunéiforme, hiéroglyphique et dans son alphabet récemment créé. « Observez », leur a-t-il déclaré en désignant les symboles, « le cunéiforme nécessite des années d'apprentissage. Les hiéroglyphes sont destinés aux prêtres, cependant ces symboles peuvent être maîtrisés par n'importe quel marchand en quelques semaines. » Il ne s'avérait pas exagéré, son alphabet se propagerait à travers toute la Méditerranée en seulement 2 siècles, adopté par les Grecs, les Étrusques et les Romains pour finalement être à la source de toutes les écritures modernes occidentales. Chaque courrier électronique que vous dépêchez, chaque ouvrage que vous consultez, chaque message texte que vous rédigez porte en elle l'innovation d'un scribe cananéen cherchant à faciliter son labeur quotidien. Les murs de Jéricho se tiennent majestueusement sous le ciel naissant, leurs roches gigantesques attestant de milliers d'années de conflits et de rénovations. Nous sommes en l'an 1800 avant JJC, et le chef Barak surveille depuis les remparts la venue d'une nouvelle armée d'invasion, signalée par une colonne de poussière se levant à l'horizon. Cependant, Barak n'éprouve aucune inquiétude. Ces murs ont résisté face aux Assyriens, aux Égyptiens, aux Amorites et même aux Hyksos. La protection des cités cananéennes ne reposait pas uniquement sur des matériaux tels que la pierre et le mortier, elle représentait un savoir-faire perfectionné au fil des siècles de résistance face aux empires les plus influents du monde ancien. Les cités cananéennes étaient des bastions, non par préférence, mais par nécessité. Positionnées à la jonction de 3 continents, elles faisaient face en permanence à des invasions provenant de Mésopotamie, d'Égypte et d'Anatolie. Cependant, les Cananéens ont su convertir cette prétendue faiblesse en leur plus grand atout. Ils sont devenus experts en guerre défensive et en diplomatie militaire. Leurs cités n'étaient pas de simples bastions fortifiés, elles constituaient des dispositifs de combat élaborés pour endurer de longs sièges, tout en préservant leurs systèmes commerciaux en activité. Hazor, la plus importante cité cananéenne de son époque, représente à merveille cette doctrine militaire. Dotée de plus de 200 hectares et de murailles s'élevant jusqu'à 8 mètres, elle avait la capacité d'accueillir 20 000 résidents durant des assièges prolongés. Toutefois, sa véritable puissance ne se trouvait pas dans ses défenses passives. Des arsenaux contenant des armes inspirées par les méthodes assyriennes, égyptiennes et hittites ont été déterrés par les archéologues. Des chars de combat tractés par des chevaux, des arcs composites capables de transpercer les cuirasses à 200 mètres,
ainsi que des catapultes projetant des munitions enflammées contre les fortifications adverses. La stratégie guerrière des Cananéens était remarquablement adaptable. Face aux chars égyptiens en combat en plein champ, ils recouraient à une infanterie légère, armée de javelots, pour harceler les rangs adverses avant de se replier sur des positions défensives préparées. Face aux Assyriens, experts en siège, ils faisaient usage de galeries souterraines pour porter des attaques surprises sur les positions assiégées. Lorsque les Hittites ont introduit de nouvelles technologies liées au fer, les Cananéens ne se sont pas contentés de les adopter. Ils les ont perfectionnées en créant des armes hybrides intégrant le meilleur de toutes les traditions militaires. La lutte mythique de Hatzor contre la coalition amorite illustre admirablement l'esprit militaire des Cananéens. Selon la légende, lorsque 50 000 guerriers amorites ont mis la ville sous siège, Barak n'a pas cherché à tenir tête indéfiniment. Plutôt que de faire autrement, il dépêcha des envoyés discrets dans les cités alliées pendant que ses ingénieurs militaires concoctaient une surprise dévastatrice. Durant la nuit, des soldats cananéens ont surgi de tunnels qui débordaient les lignes de blocus, frappant en même temps de l'intérieur et de l'extérieur de la cité. Mais le plus astucieux a suivi. Au lieu d'éliminer les vaincus, Barak a suggéré d'intégrer les guerriers amorites les plus talentueux dans son armée, transformant ainsi les adversaires en alliés. Cette agilité stratégique, alliant une ténacité acharnée à une diplomatie de bon sens, a permis aux cités cananéennes de perdurer et d'épanouir pendant des siècles marqués par des conflits incessants. Dans le palais royal de Hazor, l'artiste Kemuel met la dernière main à une fresque qui ornera la salle du trône pour les 5 siècles à venir. Ses pinceaux glissent sur l'argile humide, donnant vie à des scènes fusionnant des designs minoans de Crète avec des emblèmes égyptiens et des formes mésopotamiennes, le tout sous une esthétique singulière immédiatement identifiable comme cananéenne. Vous ne faites pas seulement la décoration d'un mur, vous concevez un langage visuel qui transmettra la force, l'élégance et les relations internationales de votre roi à chaque ambassadeur qui franchira le seuil de cette pièce. L'art cananéen reflétait parfaitement leur société, cosmopolite, commerciale et d'une capacité d'adaptation extraordinaire. Ces artistes ne se contentaient pas d'imiter les styles d'autres cultures, ils les amalgamaient et les transforment en quelque chose d'entièrement inédit. Dans les palais d'Ougari, des fresques illustrent des cortèges de tributaires, incluant des personnages habillés à la façon égyptienne, hittite et mésopotamienne. Cependant, toutes ces représentations sont réalisées avec une sensibilité artistique résolument cananéenne, qui valorisait le mouvement, les couleurs éclatantes et l'histoire vivante. Cette même combinaison culturelle novatrice était également reflétée dans l'architecture cananéenne. Les temples de Hazor fusionnaient l'imposante architecture égyptienne, l'utilité mésopotamienne et le raffinement minoan. Ces colonnes ne servaient pas seulement à soutenir des toits, elles narraient des récits grâce à des bas-reliefs illustrant des lions en train de combattre des taureaux, des divinités maîtrisant des serpents marins et des souverains recevant le pouvoir divin de la part de Dieu. Chaque composant architectural servait une double fonction, à la fois utilitaire et symbolique, façonnant des lieux qui sont à la fois pratiques et transcendants. Les cités fortifiées des Cananéens constituaient des prouesses d'urbanisme qui rivalisaient avec les plus grandes réussites de leur période. Megiddo, qui a été refaite plusieurs fois sur une période de 3 millénaires, illustre un fascinant développement architectural, où chaque génération successive intégrait les enseignements tirés des invasions antérieures. Ces palais intégraient des dispositifs de ventilation qui préservaient la fraîcheur intérieure même durant les étés brûlants. Des réservoirs d'eau pour assurer l'approvisionnement en eau lors de longs blocus, et des auditoriums conçus acoustiquement afin que la voix du souverain soit parfaitement audible dans chaque coin. Le projet le plus audacieux de Kemuel était le temple dédié à El à Hatzor, une construction qui prendrait 2 décennies pour être terminée et qui servirait d'exemple pour les temples allant de Chypre à la Sardaigne. En s'inspirant des célèbres jardins suspendus de Babylone,
il a imaginé des terrasses étagées où les herbes aromatiques formaient un véritable havre sensoriel représentant la résidence divine. Les colonnes du sanctuaire étaient ornées de représentations de l'épopée de Baal, permettant aux analphabètes de déchiffrer les récits sacrés simplement en se baladant à travers le lieu. Quand les archéologues contemporains ont mis au jour les vestiges de ce temple, ils ont décelé des indices prouvant son influence sur la réalisation du temple de Salomon à Jérusalem, attestant que l'héritage artistique cananéen a dépassé sa propre culture pour modeler l'architecture sacrée d'autres civilisations. La douce brise marine effleure les murs d'Ougarit alors que le soleil se retire derrière les cimes libanaises. Dans les archives royales, le scribe principal Ilimilku achève actuellement la transcription de la dernière tablette de l'épopée de Baal. Cette œuvre littéraire se mesure au plus grand chef-d'œuvre de Babylone et d'Égypte. Ugarit n'est pas simplement une autre cité cananéenne, elle représente le centre intellectuel d'une civilisation. C'est un endroit où se rencontrent non seulement les troupes et les marchandises, mais également les concepts, les langues et les coutumes qui influenceront la réflexion humaine pendant des milliers d'années. Positionné de manière stratégique sur la côte syrienne, Ugarit était l'équivalent ancien d'une cité universitaire cosmopolite. Les fouilles modernes menées par des archéologues ont mis à jour des archives révélant l'existence d'une bibliothèque contenant des écrits dans 8 langues distinctes: l'ougaritique, l'akkadien, le hittite, le hourite, le chypriote, le sumérien, l'égyptien et le louve. Ce n'était pas une coïncidence. Ugarit s'était imposé comme le principal carrefour de traduction et d'échanges culturels de l'Antiquité, où diplomates, hommes d'affaires et savants se retrouvaient non seulement pour conclure des accords commerciaux, mais également pour partager des savoirs et des découvertes. La véritable brillance d'Ugarit résidait dans sa faculté de conserver et de diffuser la sagesse de diverses civilisations. Ilimilku n'était pas simplement un transcripteur, il était un éditeur de littérature qui modifiait les épopées mésopotamiennes pour les rendre plus attirantes aux yeux des Cananéens, conservait les traditions orales locales dans un format écrit et élaborait des synthèses novatrices qui marqueraient la littérature future. Par exemple, ces interprétations des mythes de Baal et Anat n'étaient pas de simples reproductions de traditions antérieures. Il s'agissait de refabrications artistiques intégrant des aspects locaux, produisant des narrations spécifiquement destinées à l'expérience cananéenne. La localisation en bord de mer d'Ugarit a permis à cette dernière d'être un véritable laboratoire naturel d'innovation technologique et culturelle. Ces ports accueillaient des vaisseaux de Chypre transportant du cuivre, des bateaux égyptiens chargés d'or et d'ivoire, ainsi que des embarcations crétoises transportant de la céramique et des techniques artistiques sophistiquées. Cependant, les Ugarites n'étaient pas de simples récepteurs passifs. Ils étaient des innovateurs dynamiques qui prenaient ces influences et les métamorphosaient en quelque chose de neuf. Les artisans orfèvres ont conçu des styles de bijoux alliant des techniques égyptiennes à des motifs minoens et locaux, créant des pièces d'une telle beauté qu'elles ont été reproduites de l'Espagne à l'Iran. Dans l'Ugarit d'Ilimilku, une journée ordinaire débutait avant le lever du jour, au temple d'El, où les prêtres chantaient des hymnes fusionnant les coutumes akkadiennes et les nouveautés ougaritiques. Entre-temps, au sein du palais royal, des diplomates hittites étaient en pourparlers avec des ambassadeurs égyptiens, assistés par des traducteurs polyglottes. Les ateliers étaient animés par une multitude d'activités, des artisans façonnant des ivoires sculptés destinés à l'exportation vers la Syrie, des orfèvres réalisant des bijoux pour les princesses de Chypre et des scribes tels qu'Ilimilku, conservant pour les générations futures les mythes qui viendraient à influencer les traditions grecques et romaines. Quand la ville a été réduite en ruines autour de 1200 avant J.C., sa bibliothèque enfouie s'est transformée en capsule temporelle, permettant aux archéologues actuels de reconstituer non seulement l'histoire politique des Cananéens, mais également leur univers intellectuel et spirituel dans son intégralité.
Les écrits d'Ougarit ne se contentent pas de nous informer sur les idées des Cananéens. Ils dévoilent aussi leur manière de penser, démontrant une intelligence raffinée qui combinait des traditions ancestrales à des innovations radicales. Les premiers rayons de l'aube éclairent les imposantes murailles de Hatzor, tandis que le roi Yabin observe depuis son palais une ville qui a subi 7 reconstructions à la même place sur une période dépassant 1000 ans. Chaque roche témoigne d'une histoire de dévastation et de renaissance, d'envahissement repoussé et de pactes scellés. Hatzor dépasse le statut de simple cité. Elle est le reflet de la tenace lutte des Cananéens, une preuve tangible que certaines convictions surpassent toutes les forces militaires d'invasion. Hatzor, s'étendant sur 200 hectares, était la plus vaste cité de Canaan et comptait parmi les plus imposantes villes du monde antique. Cependant, son importance allait au-delà de sa taille. Elle dominait la voie commerciale la plus cruciale du Levant, le trajet reliant la Mésopotamie à l'Égypte. Quiconque exercerait un contrôle sur Hatzor aurait la capacité de gérer le mouvement de marchandises, d'idées et de forces militaires à travers 3 continents. Les palais d'influence amorites qui dominaient la cité haute n'étaient pas uniquement des demeures royales. Ils constituaient des centres de commandement d'où étaient orchestrées des alliances allant de l'Anatolie à la Nubie. Les documents de Hatzor, rédigés en cunéiforme acadien, exposent une diplomatie raffinée qui se mesurait aux plus performantes chancelleries de leur temps. Le roi Jabin ne se contentait pas d'être un simple chef de guerre local. Il jouait également un rôle sur la scène géopolitique du Moyen-Orient en envoyant des émissaires aux pharaons d'Égypte, en concluant des accords avec les monarques hittites et en orchestrant des coalitions commerciales avec les princes de Mésopotamie. Il maintenait une communication constante avec plus de 50 cités, de Chypre à Babylone, créant un réseau diplomatique qui préservait les intérêts cananéens par le biais de la négociation au lieu de la guerre. Cependant, l'atout le plus exceptionnel de Hatzor pourrait être sa faculté d'adaptation en matière d'architecture. À chaque occasion où la ville subissait une destruction par des assaillants, elle était réédifiée en intégrant les enseignements tirés de la catastrophe antérieure. Suite aux offensives assyriennes, l'augmentation de la solidité des murailles a été réalisée grâce à des méthodes de construction apprises auprès de détenus de guerre. Suite aux invasions de l'Égypte, les systèmes d'approvisionnement en eau ont été réaménagés pour résister à des sièges prolongés. Face à l'émergence de nouvelles menaces telles que les énigmatiques peuples de la mer, Hatzor a opté pour des stratégies maritimes afin de se défendre depuis le sol. L'histoire la plus renommée de Hatzor évoque le grand siège de 1300 avant J.C., période durant laquelle une alliance d'adversaires a mis la ville en état de siège pendant une durée de 18 mois. Les réserves alimentaires se diminuaient, les sources d'eau s'épuisaient et les défenseurs commençaient à désespérer. Cependant, Yabin a élaboré un plan désespéré, un système de tunnels cachés qui connectait la ville aux collines voisines. Durant une nuit de tempête, alors que le vent couvrait tous les bruits, 1000 combattants cananéens apparurent en même temps de multiples issues secrètes, assaillant le camp qui les assiégeait sous tous les angles. L'assaut fut si inattendu et orchestré que les adversaires prirent la fuite, persuadés que c'était l'intervention même des dieux. Cette triomphe a non seulement préservé Hatzor, mais a aussi cimenté son statut de cité inattaquable, un mythe qui a repoussé les invasions pendant 200 ans jusqu'à sa chute par le feu vers 1200 avant J.C., emportant avec elle des mystères que les chercheurs s'efforcent encore de percer. Sur le mont Saphon, lieu sacré où les nuages touchent la terre et où le souffle du vent chuchote des mystères divins, se dresse le palais céleste d'El, le créateur de tous les dieux. Selon la cosmologie cananéenne, c'est ici que l'assemblée divine se conçoit pour déterminer le sort des mortels et des immortels. Pensez un instant à être présent à cette assemblée cosmique. Lui, le sage vénérable avec sa barbe d'argent, gouverne depuis son trône en lapis-lazuli, pendant qu'Ashéra, sa compagne, tisse les brins du destin humain sur son rouet. Il ne s'agit pas uniquement d'un exercice de créativité.
Pour les Cananéens, ces divinités étaient aussi tangibles que les montagnes qu'ils observaient quotidiennement. Le panthéon cananéen représentait une image complexe de leur société pluriculturelle. Il, dont le nom se traduit simplement par Dieu, était le patriarche suprême, le créateur ayant instauré l'ordre cosmique, mais qui confiait désormais la gestion quotidienne de l'univers à des générations plus jeunes de divinités. La description de ce Dieu comme sage, mais quelque peu éloigné, illustre parfaitement l'organisation sociale cananéenne, où les patriarches plus âgés fixaient les principes de base pendant que les leaders plus jeunes supervisaient les opérations courantes du commerce et des conflits. Baal, divinité de la foudre et de la fertilité, occupait une place centrale et incontestée dans la religion cananéenne en usage. Baal, jeune et énergique, incarnait les puissances dynamiques influençant la vie de tous les jours, les pluies stimulantes pour la croissance des cultures, les vents qui remplissaient les voiles commerciales et les orages capables d'anéantir des cités en une nuit. Son adoration n'était pas une abstraction théologique, elle était indispensable dans une zone où la distinction entre prospérité et famine reposait sur les précipitations saisonnières. Asherah tenait une place distinctive en tant que déesse mère et compagne d'El. Elle était souvent dépeinte comme un arbre sanctifié ou un mât en bois sculpté, incarnant la fécondité féminine et la perpétuation de la lignée. Ces sanctuaires étaient situés dans des endroits élevés et des bosquets vénérés où les femmes cananéennes sollicitaient des faveurs pour une grossesse sécurisée, un accouchement réussi et une prospérité familiale. Cependant, Asherah ne se contentait pas d'être une déesse de la fertilité. Elle incarnait également la sagesse maternelle qui tempérait le pouvoir patriarcal d'El et l'impétuosité juvénile de Baal. Les rites cananéens étaient des manifestations collectives rassemblant l'ensemble de la communauté dans des festivités alliant le sacré et l'aspect social. Durant les festivités de la moisson, des familles complètes faisaient le voyage en pèlerinage vers des lieux sacrés installés sur les hauteurs, apportant en offrande les premiers fruits de la saison, du vin fraîchement pressé et du bétail sélect. Les offrandes n'étaient pas des actes de sang versés pour apaiser. Il s'agissait de repas collectifs où les divinités étaient conviées comme invités d'honneur, savourant l'essence spirituelle de la nourriture pendant que les dévots partageaient sa substance corporelle. Ces festivités renforçaient tant les relations divines qu'humaines, établissant un réseau de réciprocité qui assurait la cohésion de la communauté cananéenne à travers les âges. Des preuves découvertes par les archéologues indiquent que certains de ces rituels intégraient la danse, la musique et le drame sacré, où des comédiens jouaient les mythes divins. Ces représentations des récits sacrés prenaient vie aux yeux des croyants qui percevaient dans chaque mise en scène un renouveau de l'accord entre les dieux et les hommes. La tempête s'approche de l'ouest, et les agriculteurs cananéens comprennent qu'ils sont témoins de bien plus qu'un simple événement météorologique. Ils observent Baal s'engager dans un combat cosmique qui décidera de la fertilité de leur terre ou du sort de leur famille, vouée à la famine. Les tablettes d'Ougarit relatent cette bataille comme le mythe le plus héroïque de tous les mythes cananéens, une histoire qui justifie non seulement l'existence de la pluie, mais également la raison de la souffrance, de la mort et de l'espoir dans notre monde. Le cycle de Baal débute avec une lutte fondamentale entre l'ordre et le désordre. Yam, la divinité marine et des eaux primordiales, incarne les forces désordonnées susceptibles d'engloutir toute l'existence dans un déluge sans fin. Ces ondes indomptées ne connaissent aucun frein. Ces courants cachés poussent les embarcations vers des profondeurs insondables, et son grondement incessant représente l'écho du désordre primordial qui prévalait avant que Dieu n'instaure l'ordre dans le monde. Équipé d'éclairs façonnés par le forgeron divin Kotarwa Hazis, Baal se positionne comme le champion de l'univers civilisé. Le conflit entre Baal et Yam va au-delà d'une simple confrontation divine. C'est une illustration mythologique de l'affrontement quotidien auquel faisaient face les Cananéens en tant que peuple de la mer.
Chaque fois qu'un commerçant se dirigeait vers des ports éloignés, il devait littéralement affronter les puissances de Yam. Chaque saison des pluies, qui offrait aussi bien des bénédictions que des crues dévastatrices, représentait une autre illustration de ce conflit universel. Quand Baal triomphe de Yam, il ne le détruit pas entièrement. Au contraire, il le domestique en fixant des limites qui rendent la mer navigable et propice à la pêche sans nuire à l'agriculture côtière. Cependant, la défaite de Yam par Baal n'est que le premier chapitre d'un drame plus élaboré. Mo, le dieu de la mort et de la sécheresse, se révèle être un adversaire d'une redoutable intensité. Alors que Yam symbolise le désordre aquatique, Mot est le symbole de la stérilité totale. La terre fissurée, les puits à sec, les cultures desséchées et le silence mortel qui s'installe en l'absence de pluie. On dépeint son royaume souterrain comme une immense gorge qui engloutit tout ce qui existe, métamorphosant la fertilité en poussière et la jeunesse en vieillesse. L'irruption de Baal dans le royaume de Mot représente le cycle saisonnier de sécheresse qui effrayait les communautés agricoles du Levant. Durant les mois estivaux arides, lorsque Baal meurt provisoirement, l'ensemble du monde naturel est en deuil. Les feuilles des arbres tombent, les cours d'eau se tarissent et la faune se bat pour sa survie. Cependant, l'histoire ne se conclut pas sur une note désespérée. Anat, la sœur ainsi que l'épouse de Baal, se lance dans une mission acharnée pour tirer son cher époux des mains de la mort. Le retour de Baal, orchestré par l'impitoyable Anat qui déchire Mot de ses propres mains, symbolise le rétablissement des pluies d'automne qui revitalisent le cycle de l'agriculture. Ce n'était pas simplement un récit destiné à divertir, c'était une cartographie existentielle qui conférait un sens à la souffrance et à l'espoir. Les Cananéens étaient conscients de l'arrivée de l'hiver, tout comme ils savaient que le printemps finirait par revenir. Selon le mythe, peu importe l'ampleur de la sécheresse ou du désespoir, les forces vitales parviendraient toujours à vaincre la mort. Cette cosmologie cyclique a laissé une empreinte indélébile sur les religions qui ont suivi, des rites mystiques grecs aux coutumes chrétiennes de mort et résurrection, prouvant que les mythes cananéens ont conçu des modèles narratifs qui continuent à vibrer dans nos pratiques spirituelles contemporaines. Dans les collines de Canaan, là où les pasteurs conduisent leur bétail à travers les vestiges anciens, on narre toujours l'histoire de Daniel, un roi équitable mais stérile, dont le chagrin a touché même les divinités. Il s'agit d'une narration qui traite du désir humain le plus intense, l'immortalité par le biais de la progéniture, et comment même les bienfaits célestes peuvent se transformer en fléaux lorsque les mortels bravent l'ordre universel. Selon les critères cananéens, Daniel était présenté comme le monarque parfait, équitable dans ses décisions, altruiste envers les indigents, défenseur des veuves et des enfants sans père. Cependant, sa perfection avait un défaut dévastateur. Malgré de nombreuses années de mariage avec une femme qu'il chérissait, il n'avait pas donné naissance à un enfant pour assurer la continuité de sa lignée et garder son nom vivant pour toujours. Dans une société où seul l'héritage pouvait conférer une forme d'immortalité individuelle, le manque d'héritiers constituait un drame qui surpassait toutes les autres réussites. Daniel a jeûné devant le sanctuaire d'El pendant une semaine, versant des offrandes liquides et faisant brûler de l'encens en priant pour avoir un enfant. Sa souffrance était si authentique, sa quête de justice si évidente, qu'elle a finalement incité El, le miséricordieux, à intervenir. Elle reçut une promesse divine par rêve. Elle aurait un enfant qui dépasserait le cadre d'un simple héritier. Il deviendrait un héros dont la gloire se transmettrait de génération en génération. Akat surgirait tel un cadeau céleste. Néanmoins, comme tous les présents divins, il s'accompagnerait d'un coup caché. Aka s'est épanoui pour devenir tout ce que son père espérait, robuste, avisé, adroit avec l'arc et profondément dévoué. Lorsqu'il reçut un arc enchanté façonné par Kotarwa Hassis, le même forgeron divin qui avait confectionné les armes de Baal, sa renommée de chasseur se propagea dans toute Canaan. Cependant, ce don exceptionnel a suscité l'intérêt d'Anat, la déesse de la guerre,
qui désirait l'arc pour enrichir sa collection d'armes divines. Ce qui a suivi était une négociation qui mettrait en évidence les tensions essentielles entre l'humain et le divin. Anat a proposé à Akat des trésors inestimables, puis même l'immortalité en contrepartie de son arc. Cependant, Akat, dans un moment d'arrogance juvénile qui scellerait son sort, non seulement rejeta ses propositions, mais profana la déesse en affirmant que les femmes n'étaient pas dignes d'utiliser des arcs de guerre. Cette insulte n'était pas simplement personnelle. Elle contestait l'ordre cosmique dans lequel les déesses guerrières, telles qu'Anat, avaient des fonctions définies au sein du panthéon divin. L'ire d'une déesse négligée n'a pas de borne, et c'est par le biais de son tueur divin, Yatpan, qu'Anat a manigancé la mort d'Akat. Le décès d'Akat entraîna une sécheresse de 7 ans qui ravagea le pays, illustrant comment les actions personnelles pouvaient avoir des répercussions à l'échelle cosmique. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas à la mort du protagoniste. Elle continue avec Pagat, la sœur d'Akat, qui entreprend une mission de vengeance, la métamorphosant d'une noble jeune femme en une combattante sans pitié. En se déguisant en danseuse, elle s'est glissée dans le camp de Yatpan, concoctant une revanche destinée à rétablir l'honneur de sa famille et, éventuellement, à faire revenir les pluies. Le conte d'Akat est devenu un modèle pour comprendre comment l'arrogance humaine peut défier le divin, mais également comment l'affection familiale peut mener à des réalisations qui dépassent la mortalité elle-même. L'histoire de Kéret débute dans une salle silencieuse où un roi se trouve, seul et perdu au milieu des débris de sa vie anéantie. Il n'y a pas de son d'enfant s'amusant dans les couloirs, ni de voix reconnue l'invitant à table. Un à un, la guerre, la maladie et le destin impitoyable ont consumé chaque membre de sa famille. Kéret, le fils du Dieu suprême El, souverain de droit divin, se trouve totalement isolé dans un palais qui fait davantage office de tombeau que de cœur vibrant d'un royaume florissant. Dans l'isolement de son chagrin, Kéret envisage de mettre fin à ses jours. Quel est l'intérêt d'un royaume sans descendant pour assurer sa pérennité ? Quel est le prix d'un trône qui perdra sa valeur avec la mort de son détenteur? Cependant, alors qu'il est au bord du désespoir, son Père céleste, El, lui apparaît en songe avec une promesse qui non seulement transformera son destin personnel, mais également l'équilibre des forces dans l'ensemble du Levant. Il lui dévoila que dans le lointain royaume du Doum réside Uriya, une princesse dont la beauté est à la hauteur de celle des déesses et dont la lignée est vouée à établir des dynasties qui régneront pour des siècles. La recherche d'une femme par Kéret se transforme en une entreprise de bien plus grande envergure, une guerre militaire héroïque qui engage l'ensemble de son royaume. Cependant, ce n'est pas une guerre de conquête classique, c'est un pèlerinage sacré, sanctifié par les divinités, où chaque phase du voyage est imbibée d'importance religieuse et politique. Kéret doit démontrer qu'il mérite autant la grâce divine que l'affection humaine, en guidant une armée non seulement avec compétences militaires, mais aussi avec discernement spirituel. Le siège d'Oudoum se transforme en un modèle de la guerre cananéenne idéalisée. Plutôt que de frapper directement les murs, Kéret institue un blocus économique, illustrant ainsi l'importance du commerce dans les conflits anciens. Il bloque les voies commerciales pour la ville, intercepte les convois de marchandises exotiques et persuade peu à peu les habitants du Doum que leur prospérité repose sur leur intégration à son royaume florissant plutôt que sur le maintien d'une existence isolée. Cette approche illustre la philosophie commerciale cananéenne. Il vaut mieux convertir les adversaires en alliés plutôt que de gaspiller des ressources de valeur dans des conflits onéreux. Cependant, l'histoire de Kéret ne conclut pas sur une note de mariage heureux. Une fois marié à Uriya et père des enfants qu'il avait tant désirés, il se rend compte que créer une famille engendre des challenges inédits qui n'avaient jamais été présentés par la solitude. Ces enfants ne sont pas de simples extensions de sa personne. Ils sont des êtres avec leurs propres aspirations qui peuvent contester son autorité. Le fils aîné de Kéret, Yassib, finit par douter des compétences de son père en matière de gouvernance, ce qui a conduit à une guerre civile risquant de dévaster précisément ce pourquoi Kéret s'était battu.
L'Odyssée de Kéret examine des sujets profondément humains qui dépassent leur cadre ancien. L'isolement du pouvoir, la friction entre les désirs individuels et les obligations publiques, et le paradoxe d'obtenir ce que nous chérissons le plus, qui nous confronte souvent à des défis inédits et imprévus. Pour les Cananéens, ce récit fonctionnait comme une réflexion sur la nature du pouvoir royal et la continuité dynastique, tout en servant aussi de méditation sur l'interaction entre le destin divin et les choix humains. L'épopée de Kéret s'est imposée comme un paradigme narratif ayant marqué les traditions épiques suivantes, des récits héroïques grecs aux légendes médiévales arthuriennes, instaurant des motifs de quête, de perte et de renaissance que l'on retrouve encore dans nos contes contemporains. Sous la lueur d'une lampe à huile dans le palais d'Akhénaton, les lettres d'Amarna scintillent, chaque tablette cunéiforme révélant une saga de complots, de détresse et de diplomatie élaborée qui ferait rougir les espions contemporains. C'est l'année 1350 avant J.C. Érib-Hadda, souverain de Byblos, rédige actuellement ce qui sera sa dernière requête adressée au pharaon d'Égypte. « Monseigneur, si vous ne dépêchez pas des archers sans délai, Byblos risque de tomber entre les mains des Abirus, entraînant la perte définitive de votre province asiatique. Ces missives dépassent la simple nature de documents diplomatiques. Elles constituent des aperçus d'un monde où les petits royaumes cananéens manœuvraient adroitement entre les superpuissances concurrentes, s'engageant dans une dangereuse lutte pour leur survie politique. Durant le Nouvel Empire, l'Égypte avait instauré un contrôle nominal sur Canaan qui dépassait de loin une simple présence militaire. Les pharaons choisissaient de régner via des monarques locaux, garantissant la stabilité régionale tout en obtenant un approvisionnement ininterrompu en tribus, du cèdre du Liban pour construire les temples, du vin des collines de Judée, de l'huile d'olive de Galilée et des esclaves pris lors de conflits locaux. Cependant, ce système nécessitait une balance précaire. Les monarques cananéens devaient avoir suffisamment de force pour préserver l'ordre, sans toutefois atteindre un niveau qui pourrait contester l'autorité égyptienne. Ribada représentait parfaitement les paradoxes de ce système. En tant que vassal de l'Égypte, il était tenu de défendre les intérêts du pharaon, mais en sa qualité de roi cananéen, la nécessité de protéger son propre peuple des menaces souvent négligées ou sous-évaluées par l'Égypte se faisait également sentir. Les Abirus, des groupes nomades usant de banditisme et de guérilla, n'étaient pas de simples malfaiteurs. Ils constituaient une forme inédite d'organisation sociale défiant tant l'autorité égyptienne que les structures traditionnelles cananéennes. Quand Ribada sollicitait un soutien militaire, il ne défendait pas uniquement sa couronne, il sauvegardait un système global qui opérait depuis des centaines d'années. L'élément hittite introduisait une dimension supplémentaire à ce jeu complexe de géopolitique. Depuis Hattusa, leur cité capitale, les souverains hittites déployaient leur pouvoir vers le sud, non pas par la soumission directe, mais à travers des unions matrimoniales, des accords commerciaux et une aide militaire ponctuelle aux adversaires de l'Égypte. Les souverains cananéens du Nord, en particulier à Kadesh et Karchemish, se retrouvaient coincés entre deux empires qui les percevaient comme de simples pions dans un jeu d'échecs à plus grande échelle. Changer d'allégeance pouvait apporter d'immenses bénéfices, mais également conduire à une annihilation totale si le choix s'avérait défavorable. La confrontation de Kadesh, 1274 avant J.A.C. La guerre qui a eu lieu entre Ramsès II et Muwatalid II, c'est-à-dire durant la période cananéenne, s'est en réalité déroulée sur le sol cananéen. Cependant, les véritables victimes de cette confrontation ne sont pas les forces impériales, mais plutôt les cités cananéennes qui ont subi des pillages de part et d'autre au cours de la campagne. Le paradoxe historique est que, tout en se disputant la domination de Canaan, les Égyptiens et les Hittites ont sans le vouloir affaibli les structures qui conféraient à cette région sa valeur. Les monarques cananéens qui ont traversé cette époque ont su le faire non pas par fidélité, sans faille, à une grande puissance, mais grâce à une habileté diplomatique leur permettant de modifier leurs alliances selon les situations.
protégeant ainsi leurs cités et leur civilisation malgré l'effondrement des empires dominants. Cette aptitude à la survie adaptative serait essentielle lorsqu'ils se confronteraient à leur ultime épreuve, l'arrivée des Israélites et la chute globale du système de l'âge du bronze tardif. Pour la 7e fois, Josué et son armée font le tour de Jéricho, tandis que le bruit des cornes de bélier se fait entendre résonner contre ses murs. D'après le récit biblique, ce qui est imminent modifiera de manière irréversible le sort de Canaan. Les murailles s'écrouleront par miracle, la ville sera anéantie et une opération militaire débutera qui donnera aux descendants d'Abraham la terre promise. Mais que se déroulait-il vraiment de la perspective cananéenne? Comment les populations qui ont occupé cette terre comme leur habitat pendant des milliers d'années ont-elles traversé ces événements? Le récit biblique de la conquête décrit une campagne militaire fulgurante et dévastatrice. Jéricho est vaincu en 7 jours, Haï est anéanti par une stratégie d'embuscade astucieuse et une coalition de rois cananéens subit une défaite écrasante à Gabaon. Josué est présenté comme un chef sans pitié qui met en œuvre un projet divin visant à anéantir les autochtones et à instaurer une nouvelle communauté fondée sur la loi mosaïque. Cette histoire, pour les Israélites d'autrefois, ne se contentait pas d'expliquer comment ils avaient acquis leur territoire. Elle justifiait également leur prétention à un droit divin sur celui-ci. Cependant, si nous pouvions écouter l'interprétation cananéenne de ces événements, elle résonnerait sans doute de manière très différente. Selon sa perspective, les Israélites n'étaient pas les seuls conquérants, mais constituaient un élément d'une perturbation plus vaste qui touchait la région depuis plusieurs décennies. Les peuples de la mer lançaient des offensives depuis le littoral, tandis que des groupes nomades tels que les Abirous semaient le trouble à l'intérieur. L'affaiblissement du contrôle égyptien avait engendré un vide de pouvoir que plusieurs factions cherchaient à remplir. À une époque de désordre généralisé, les Israélites n'étaient qu'un parmi plusieurs peuples qui se disputaient le territoire et les ressources. Pour les monarques cananéens tels qu'Adoni-Sédek de Jérusalem ou Horam de Gézer, la menace israélite semblait sans doute contrôlable dans un premier temps. Après tout, ils avaient résisté aux invasions des Assyriens, des Égyptiens et des Hittites. Que pouvait accomplir un groupe d'ex-esclaves égyptiens avec une technologie militaire inférieure? Cependant, les Israélites bénéficiaient d'atouts que les Cananéens ont d'abord sous-estimés. Une exceptionnelle cohésion doctrinale, fondée sur leur pacte avec Yahvé, des stratégies de combat atypiques qui déstabilisaient les forces habituées aux affrontements réguliers, et une résolution inébranlable découlant de la croyance qu'ils ne disposaient d'autre option que triomphe complet ou anéantissement. Il est fort probable que les combats réels étaient bien plus compliqués que ce que laissent entendre les descriptions allégées de la Bible. Par exemple, à Gabaon, la coalition cananéenne ne se composait pas simplement de rois présomptueux ayant sous-évalué les Israélites. Ce étaient des dirigeants aguerris qui avaient déterminé qu'une riposte militaire concertée représentait leur meilleur moyen de survie. Ils n'ont pas perdu en raison de leur incompétence militaire, mais plutôt à un ensemble de circonstances. L'effet de surprise israélien, une grêle considérée par les textes bibliques comme une action divine, et éventuellement des défections internes de villes cananéennes qui ont choisi de se rallier à l'ennemi pour échapper à la destruction. L'élément le plus déplorable de cette époque, du point de vue cananéen, n'étaient pas les défaites militaires, mais la mutation progressive de leur identité culturelle. Certaines cités ont bel et bien été anéanties, tandis que d'autres ont tout simplement été intégrées à la nouvelle organisation sociale israélite. Les Cananéens qui ont survécu se sont retrouvés devant une décision déchirante. Lutter et faire face à la menace d'extermination ou s'accommoder d'une nouvelle réalité religieuse et politique qui rejetait la validité de leurs coutumes ancestrales. Nombreux sont ceux qui ont opté pour la survie plutôt que pour la préservation de leur identité culturelle, déclenchant un processus d'assimilation qui finirait par estomper la frontière entre conquérants et conquis,
formant la société complexe que les archéologues contemporains s'efforcent de comprendre. À Hazor, sur le site archéologique, la Drée Sarah Richardson scrute minutieusement une strate de cendres et de débris qui remonte approximativement à 1200 avant JC. Et dans une échoppe couverte de poussière, ses mains, façonnées par des années de fouilles, sont capables de décrypter les roches comme on le ferait avec un livre. Ici, des morceaux de poterie qui laissent supposer une fuite précipitée. Là, des flèches qui témoignent d'une bataille. Et plus loin, des traces d'un gigantesque incendie ayant ravagé l'ensemble de la ville. Mais quelle est réellement l'histoire que racontent ces ruines? Est-ce que ces données corroborent l'histoire biblique d'une conquête israélite rapide et dévastatrice? Ou exposent-elles plutôt une réalité plus complexe et nuancée? L'argumentation archéologique concernant la conquête israélite de Canaan est l'une des plus passionnées et chargée politiquement dans toute la discipline. Durant de nombreuses années, les archéologues ont entrepris des fouilles sur des lieux cités dans la Bible, dans l'espoir de déceler des indices manifestes de destruction violente qui correspondraient aux dates et aux descriptions présentes dans les Écritures saintes. Les conclusions ont été extrêmement floues, suscitant des interprétations variées allant de l'adhésion fervente au doute le plus total concernant l'aspect historique de la conquête. Jéricho constitue le cas le plus problématique. D'après le récit biblique, cela devrait témoigner d'une destruction spectaculaire aux alentours de 1400-200 avant JC, selon le système de datation adopté. Cependant, les excavations menées par Kathleen Kenyon ont démontré que la ville avait été désertée bien avant l'époque de la supposée conquête israélite, ne présentant que des indices restreints d'occupation durant l'âge du bronze tardif. Les murailles célèbres qui auraient succombé sous les cornes de Josué remontent à des périodes bien antérieures. Selon certains archéologues, cela a totalement ruiné la validité historique du récit biblique, tandis que pour d'autres, cela voulait simplement dire que les détails spécifiques de l'histoire avaient été conservés de manière inexacte au fil des siècles de transmission orale. Hazor propose un paysage distinct, mais tout autant compliqué. La ville présente visiblement des signes de dévastation à grande échelle autour de 1200 avant JC, avec des strates de cendres et de résidus indiquant un feu dévastateur. Des statues de divinités cananéennes décapitées et des temples intentionnellement profanés ont été découverts par les archéologues, ce qui indique que les envahisseurs avaient des objectifs religieux précis contre les pratiques locales. Cela paraît corroborer le récit biblique d'une conquête israélite impulsée par la jalousie religieuse. Cependant, la question du timing demeure délicate. Cette destruction est-elle le fait des Israélites, des peuples de la mer, ou résulte-t-elle de conflits internes entre différentes cités cananéennes rivales? Les archéologues contemporains ont élaboré des hypothèses diverses visant à harmoniser les éléments matériels avec les narrations littéraires. La théorie de la conquête progressive postule que les Israélites n'ont pas pris le contrôle de Canaan par une invasion rapide, mais plutôt grâce à un processus graduel d'immigration, d'union avec les autochtones et d'intégration culturelle qui s'est étendu sur plusieurs siècles. Cette hypothèse pourrait expliquer la raison pour laquelle de nombreux sites démontrent une continuité culturelle entre les époques cananéennes et israélites, avec des évolutions graduelles dans la céramique, l'architecture et les rituels religieux plutôt que des discontinuités brutales. La théorie de la révolution sociale suggère une idée encore plus radicale, que les Israélites n'étaient pas des envahisseurs venus de l'extérieur, mais des Cananéens marginalisés qui se sont rebellés contre les élites urbaines lors de l'effondrement du système de l'âge du bronze tardif. D'après cette hypothèse, l'exode d'Égypte et l'investissement de Canaan représentent des narres mythologiques qui symbolisent des vérités sociales et religieuses profondes concernant la transition d'une société hiérarchisée vers une communauté égalitaire, sans pour autant correspondre à des faits historiques au sens littéral. Selon le docteur Richardson, œuvrant à Hazor,
Chaque saison archéologique apporte de nouvelles strates de complexité à une énigme qui ne sera sans doute jamais complètement déchiffrée. Il est évident que le passage du Canaan de l'âge du bronze tardif à l'Israël de l'âge du fer précoce a été une évolution beaucoup plus complexe, progressive et nuancée que ce qu'un récit simplifié, qu'il soit tiré de la Bible ou séculier, peut saisir avec précision. La fumée s'échappe des décombres d'Ougarit, comme un ultime sacrifice à des divinités incapables de sauver leurs adorateurs. Nous sommes en 1200 avant JC, et la plus vaste bibliothèque du monde ancien est détruite par des conquérants désignés par les écrits comme étant les peuples de la mer. Iqliltu, le dernier bibliothécaire royal, se débat désespérément dans les flammes, en tentant de préserver les tablettes renfermant 3 millénaires de connaissances amassées. Il est inconscient du fait qu'il est témoin de la conclusion d'une époque, l'effondrement du monde de l'âge du bronze tardif qui emportera les civilisations de la Grèce à la Mésopotamie, signalant l'une des transitions les plus tragiques de l'histoire humaine. La chute de l'âge du bronze tardif n'a pas été le résultat d'une simple succession d'attaques militaires. C'était plutôt une série de crises imbriquées qui ont détruit les bases essentielles de la civilisation méditerranéenne. Durant des siècles, les cités cananéennes ont prospéré en tant qu'intermédiaires dans les réseaux commerciaux qui reliaient l'Égypte à la Mésopotamie, les îles de la mer Égée à l'Anatolie et l'Afrique à l'Europe. Cependant, ce dispositif, d'une sophistication remarquable, était également d'une fragilité exceptionnelle. Il reposait sur la stabilité politique dans une multitude de régions, sur des conditions météorologiques clémentes dans diverses zones cultivées et sur la collaboration constante de centaines de communautés commerçantes. Quand ces conditions ont commencé à faillir en même temps, l'effet domino a eu des conséquences dévastatrices. La succession de crises a été déclenchée par les changements climatiques. Aux alentours de 1250 avant JC, la zone méditerranéenne a connu une phase d'aridité prolongée s'étalant sur plusieurs décennies. Les récoltes ont connu plusieurs échecs, les prix des grains ont grimpé en flèche et de vastes groupes de personnes ont commencé à se déplacer vers des zones plus fertiles. Les dossiers d'Ougarit attestent de plusieurs années consécutives de famine qui ont contraint le royaume à faire venir du blé à des tarifs exorbitants, vidant ainsi ses stocks normalement dédiés aux échanges internationaux. Des cités qui étaient jadis des pôles florissants se sont transformées en poids économiques que leur royaume n'était plus en mesure de porter. Dans les documents égyptiens, les énigmatiques peuples de la mer se présentent comme une coalition de populations migrantes regroupant les Pélézètes, Philistins, les Tchékers, les Shekelesh et d'autres groupes dont l'identification précise suscite toujours des discussions parmi les spécialistes. Cependant, ils n'étaient pas simplement des conquérants barbares, des éléments archéologiques indiquent qu'ils incluaient des réfugiés de cités mycéniennes en déclin, des commerçants ruinés suite à l'effondrement des systèmes d'échange et des populations déplacées, ayant perdu leurs ressources traditionnelles. Son débarquement sur les rivages cananéens n'était pas une conquête préméditée, mais un déplacement désespéré de populations cherchant de nouveaux habitats dans un monde en décomposition. Les peuples de la mer constituaient pour les cités cananéennes une menace existentielle qui différait de tout ce qu'elles avaient expérimenté jusqu'alors. Les conquérants classiques, tels que les armées assyriennes ou égyptiennes, s'emparaient des cités afin d'en obtenir des tribus, tandis que les peuples de la mer arrivaient pour s'y installer de façon définitive, déplaçant entièrement les populations préexistantes. Ils étaient impossibles à corrompre, à diplomatiser ou à assimiler comme d'autres conquérants, car ils étaient eux-mêmes des réfugiés n'ayant pas de terre propre où retourner. La disparition d'Ougarit représente la fin d'une ère complète. Lorsque Iqliltu parvint finalement à fuir la bibliothèque en feu, il ne prit avec lui qu'un sac de tablettes contenant les légendes de Baal que nous connaissons aujourd'hui. Toute la littérature ougaritique, y compris des œuvres qui ont probablement égalé les plus grands chefs-d'œuvre de Babylone et d'Égypte, a été définitivement perdue.
Cependant, la véritable tragédie ne réside pas dans la perte de textes individuels, mais plutôt dans l'anéantissement de l'infrastructure culturelle qui avait permis leur production. Les écoles de scribes qui avaient conservé et diffusé le savoir durant des siècles ont disparu. Les voies commerciales qui avaient permis le partage d'idées sont devenues trop périlleuses pour être utilisées. Les cours royales qui soutenaient l'art et la littérature ont été supplantés par des sociétés de survie qui ne pouvaient se permettre le luxe de la créativité intellectuelle. Le monde qui surgirait des décombres du bronze final serait radicalement distinct, davantage centré sur le local, plus enclin à la guerre et pendant de nombreux siècles, bien moins raffiné culturellement. Les Cananéens qui ont survécu à cette catastrophe ont su s'adapter et ont poursuivi leur existence sous de nouveaux noms, mais l'apogée de leur civilisation était désormais révolue à jamais. Dans un laboratoire de génétique situé à Beyrouth, le docteur Hadi analyse des séquences d'ADN qui révèlent une narration incroyable. Les gènes d'un squelette cananéen vieux de 4000 ans sont pratiquement identiques à des échantillons de sang contemporains libanais et palestiniens. Les statistiques sont impressionnantes. Plus de 90% de l'héritage génétique a été conservé sur une période de 150 générations. Les Cananéens n'ont pas été anéantis, ils ont juste changé de dénomination. Cette révélation scientifique moderne nous oblige à reconsidérer l'un des récits les plus persistants de l'histoire ancienne, que les Cananéens ont été exterminés et remplacés par d'autres peuples. La réalité est nettement plus complexe et captivante. L'empreinte la plus perceptible des Cananéens dans l'univers contemporain est l'alphabet que vous employez pour déchiffrer ces termes. Chaque caractère a une lignée qui descend directement des ateliers de scribes phéniciens situés à Byblos et Tyr. Le A trouve son origine dans l'aleph cananéen qui symbolisait la tête d'un taureau. Le B provient du Bet qui représentait une maison. Quant au M, il dérive du Mem qui figurait l'eau. Quand les commerçants phéniciens, descendants directs des Cananéens, ont fondé des colonies à travers la Méditerranée, ils ont introduit ce système d'écriture novateur qui a été adopté et modifié par les Grecs. Ces derniers ont ajouté des voyelles pour concevoir le tout premier alphabet entièrement fonctionnel de l'histoire. Cependant, l'impact cananéen s'étend bien au-delà de la seule écriture. Les récits mythiques que nous avons examinés dans les sections antérieures, tels que l'histoire de Baal, qui combat la mort et la sécheresse, celle des héros qui descendent aux enfers puis reviennent métamorphosés, ou encore celle des dieux qui périssent puis renaissent, ont défini des modèles narratifs que l'on identifie toujours dans nos coutumes religieuses et culturelles contemporaines. Les trois grandes religions monothéistes que sont le christianisme, l'islam et le judaïsme ont toutes vu le jour sur des terres qui ont été cananéennes pendant des milliers d'années. Chacune de ces religions a intégré, parfois sous une forme modifiée ou retournée, des aspects de la cosmologie cananéenne. Les appellations géographiques actuelles portent la marque de l'héritage cananéen. La Palestine tire son nom de Pélézet, un des peuples marins qui s'est installé sur le littoral. Le Liban provient de Laban, terme cananéen signifiant blanc. En référence à ces montagnes recouvertes de neige, même Jérusalem pourrait avoir pour origine Urushalem, la cité du dieu cananéen Chalem. Il ne s'agit pas de coïncidence, c'est le reflet d'une continuité culturelle qui perdure malgré des milliers d'années de transformations politiques et religieuses. Il est peut-être plus étonnant de noter la constance dans les habitudes quotidiennes. Les archéologues ont relevé que les méthodes agricoles mises au point par les Cananéens, comme l'aménagement de terrasses sur les versants montagneux et la collecte des eaux pluviales, sont toujours pratiquées par les paysans actuels du Liban et de Palestine. Les méthodes de fabrication du vin et de l'huile d'olive découvertes sur des tablettes ougaritiques datant de 3000 ans sont fondamentalement les mêmes que celles utilisées actuellement dans ces mêmes régions. Les configurations d'habitat où des familles étendues résident dans des ensembles de maisons interconnectées autour de cours centrales restent quasiment les mêmes.
L'étude génétique contemporaine nous révèle une vérité majeure. Non seulement les Cananéens ont perduré, mais ils n'ont jamais véritablement disparu. Ce qui a évolué, ce ne sont pas les individus eux-mêmes, mais les étiquettes politiques et religieuses que nous employons pour les caractériser. Les Philistins, mentionnés dans les histoires bibliques comme des adversaires des Israélites, étaient en partie des Cananéens qui avaient intégré certains aspects culturels des peuples de la mer. Les Phéniciens, qui ont établi Carthage et fait du commerce avec l'Espagne, étaient des Cananéens ayant émigré vers la côte. Les populations cananéennes qui ont embrassé le yavisme sont celles que l'on désigne par Hébreux et qui ont rédigé la Bible. Les Arabes qui ont envahi cette région au 7e siècle ont découvert des communautés portant en elles, à travers leur ADN et leurs coutumes, l'héritage de 4000 ans d'occupation cananéenne ininterrompue. Dans notre époque contemporaine, lorsque les Palestiniens et les Libanais affirment leur connexion historique avec la terre, ils ne portent pas de déclaration mystique concernant l'identité. Ils manifestent une réalité historique et génétique qui peut être vérifiée scientifiquement. Quand les archéologues israéliens explorent des lieux cananéens, ils découvrent non seulement l'histoire d'une nation étrangère et distante, mais aussi les origines profondes de leur propre région. Le legs cananéen n'est pas simplement une exposition muséale. Il s'agit d'un élément dynamique de l'identité méditerranéenne contemporaine qui tisse un lien entre le présent et un passé d'une richesse et complexité exceptionnelles. Les gardiens négligés de la terre promise n'ont jamais réellement disparu. Ils ont tout simplement évolué, s'adapté et persévéré, comme ils l'ont fait au cours de 3 millénaires d'évolution historique. Son récit n'est pas un lamentation pour une civilisation disparue, mais un hommage à la persistance humaine qui dépasse les limites politiques et religieuses, fréquemment source de division dans notre monde contemporain.